Je me suis mis à l'abri d'un acacia. Celui-là, c'est un acacia sénégal. C'est un acacia qui produit ce qu'on appelle la gomme arabique. Je vous le présenterai certainement un peu plus tard, plus en détail. Mais ce sont des arbres qui sont très courants ici et surtout qui possèdent un feuillage et des branchages qui s'étalent énormément et qui permettent de couper le soleil. Là, je pense qu'il doit être environ midi et demi, 1h. Aujourd'hui, je suis sorti pendant des horaires qui ne sont pas conseillés, mais l'objectif n'était pas de faire des exploits, mais plutôt de voir comment mon corps réagit et ce que je peux faire dans ces périodes de la journée. Et il s'avère que qu'il est très difficile en réalité de faire des grandes distances. Grossièrement, la première heure, ça a été à peu près, mais la deuxième heure, on peut dire que toutes les 20 minutes, il faut s'arrêter à l'ombre d'un arbre, et en l'occurrence, donc ces acacias sénégal qui sont très courants dans la partie nord du Sénégal. Alors, je suis dans la partie nord du Sénégal, celle qu'on appelle la savane semi-aride. Il ne faut pas la confondre avec la partie sud du Sénégal, dans laquelle il y a ce que tout le monde connaît, à savoir la Casamance, qui est une région qui est très arrosée et dans laquelle les végétaux sont verts presque toute l'année. Ici, ce n'est pas le cas. La région semi-aride, ce sont les régions sahéliques qui bordent, en tout cas, le bas du désert du Sahara et qui ont pour caractéristique d'avoir un climat très particulier. Ce climat est composé de deux périodes, qui ne sont pas toujours exactement identiques chaque année évidemment, mais ces périodes représentent tout d'abord une grande période très longue qui fait entre 9 et 10 mois dans lequel il n'y a pas de pluie, ou de temps en temps, très rarement, quelques pluies éparses mais relativement faibles. Donc on va dire que pendant 9 à 10 mois, la terre et les végétaux ne reçoivent pas d'eau, ne sont pas arrosés par les cieux, ce qui fait qu'ils n'ont dans l'année que 2 à 3 mois pour stocker de l'eau et pour pouvoir mettre en œuvre une façon de survivre et de vivre qui leur permettent ainsi chaque année de rester en l'état. Et ce sont des végétaux qui ont manifestement réussi dans cette stratégie parce que beaucoup d'entre eux vivent bien plus de 100 ans. Ce sont des arbres qui ont une vivacité absolument impressionnante parce que les habitants de ces régions sont en général des éleveurs et des cultivateurs. Alors cultivateurs, on va dire entre guillemets, parce que la culture ne se fait que pendant les périodes de pluie, c'est-à-dire un tout petit peu avant et puis pendant et après. Le reste du temps, et pour ces régions-là, sont surtout des gens qui vivent de l'élevage et un petit peu de ce qu'ils peuvent récolter. Alors contrairement à ce qu'on croit, la plupart des générations présentes ne connaissent pratiquement plus les végétaux qui les entourent. Et lorsque je discute avec des jeunes, et j'en croise beaucoup, je parle beaucoup, j'aime avoir ce contact globalement partout où je vais, lorsque je discute avec eux, ils savent que dans leur pays, il y a beaucoup de plantes intéressantes, mais ils ne les connaissent pas et ils ne les utilisent pas, n'en voyant pas l'intérêt. Ils sont habitués à rentrer dans les petites épiceries dans lesquelles ils peuvent s'acheter un petit peu ce dont ils ont besoin. Vous savez, ici dans les épiceries, tout est vendu sous forme de portions minimum pour une personne. Donc ce sont des petits sachets plastiques dans lesquels vous mettez par exemple du lait en poudre, du sucre en poudre, vous mettez tout ce que vous pouvez acheter, du pain de singe, du bissap, etc. Donc ils ont, on peut dire, lâché prise avec la nature qui les entoure. Leurs parents
connaissent ces plantes, surtout pour les avoir vécues avec leurs propres parents. Autrement dit, ceux qui connaissent vraiment les plantes de cette région, ce sont les grands-parents de ces jeunes générations. Autrement dit, pour pouvoir avoir des renseignements sur les plantes, je suis parfois contraint de parler avec les parents et les grands-parents des jeunes générations que je rencontre. Et effectivement, à ce moment-là, on s'aperçoit que ces générations passées connaissent en grande partie l'emploi de ces plantes, mais eux-mêmes ne les utilisent plus. Alors ils peuvent en parler, mais très peu les emploient vraiment. Par contre, lorsque vous allez dans leurs habitations, quand vous allez dans leur cuisine, vous verrez, ils vous montrent des petites panières dans lesquelles il y a des sachets plastiques avec des plantes qu'ils utilisent quand ils ont un pied de travers, un petit peu comme nous. Mais de là à les utiliser de manière permanente, ça n'est absolument pas le cas. Ils font comme les Européens l'ont fait avant eux, ils se facilitent la vie en allant chercher à la pharmacie et éventuellement un cachet qui est bien plus rapide et parfois plus efficace, en tout cas dans le temps. Ceci, évidemment, n'exclut pas le fait que ces médicaments aient des conséquences à long terme, mais ça, je crois que la majorité d'entre nous avons oublié d'en tenir compte pour ne se suffire que du présent. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des vaches africaines. Elles pèsent tranquillement là, à l'ombre. Aussi des acacias, je pense que ce sont des acacias, oui, ce sont des acacias. Ce sont des vaches un peu particulières qu'on appelle des nacs. Ce sont des vaches qui ont une bosse sur le dos et qui possèdent des cornes absolument ahurissantes. D'ailleurs, je me demande comment elles font pour ne pas être gênées, mais bon, semble-t-il, ça doit avoir une importance particulière pour elles, puisqu'elles les ont. En tout cas, ce sont des vaches que j'ai côtoyées beaucoup ici. Elles sont très paisibles. Elles traversent les pâturages comme les villes avec une facilité assez déconcertante. Elles ne se soucient pas tellement ni des gens ni des véhicules qui passent. Elles font leur petit train-train habituel. Voilà, je vais repartir dans ma prospection. Je vous dis à plus tard.